L'atelier de Tula dégageait une odeur d'huile de coupe et d'acier fraîchement usiné. La lumière hivernale traversait des fenêtres ayant vu défiler des décennies d'hiver russes, illuminant des particules de poussière métallique en suspension dans l'air froid. Sur l'établi reposait un fusil qui semblait à la fois familier et étranger. La crosse en bois suivait des lignes traditionnelles, mais au-dessus du canon courait un tube qui n'avait pas sa place sur les fusils Mosin Nagant que transportaient des millions de soldats soviétiques. Fedor Vassilievitch Tokarev se tenait devant cette table au début de l'année 1940, non pas avec un sentiment de triomphe, mais avec la conscience calculée d'un ingénieur comprenant que la perfection était un luxe et la fonctionnalité une exigence. Le fusil devant lui était sa deuxième tentative pour résoudre un problème qui avait déjà consommé des années de sa vie. Le SVT-38, son modèle précédent, lui avait enseigné ce qui fonctionnait et ce qui échouait. Lorsque la théorie rencontrait les soldats, la boue et des calendriers de maintenance poussaient jusqu'à leurs limites. Cette nouvelle itération, déjà nommée SVT-40, intégrait chaque leçon consignée dans les rapports de terrain. Le canon était plus court de plusieurs centimètres. La procédure de nettoyage avait été simplifiée. La structure métallique avait été renforcée au point de tension où le modèle 38 avait montré des fissures, mais la logique essentielle demeurait: capturer l'énergie de la mise à feu et l'utiliser pour accomplir le travail que la main d'un soldat devrait sinon effectuer. À côté du fusil se trouvait un canon coupé en sections transversales, un outil pédagogique révélant ce qui restait normalement caché. Les vents de gaz percés sur la surface supérieure du canon mesuraient à peine 5 mm de diamètre, et pourtant, c'est par cette petite ouverture que s'écoulait tout le principe de fonctionnement de l'équipement. Tokarev avait calculé la taille de l'évent avec précision. Trop grand, et le système serait violent, malmenant les pièces et accélérant l'usure. Trop petit, et le fusil pourrait ne pas se réarmer de manière fiable avec des munitions variables ou l'encrassement. Le système de piston à gaz à course courte représentait la réponse de Tokarev à des exigences contradictoires. La doctrine soviétique avait besoin de volume de feu. La logistique soviétique avait besoin de simplicité. L'industrie soviétique avait besoin de conception ne nécessitant pas de matériaux exotiques ou de tolérances impossibles. Et les soldats soviétiques avaient besoin de quelque chose qui fonctionnerait quand l'entretien était retardé et que les conditions étaient hostiles. Le système de gaz devait s'autocompenser, être ajustable, et admettre que l'entropie faisait partie de chaque équation. Autour de Tokarev, l'usine d'armement de Tula fonctionnait avec l'urgence perpétuelle qui marquait les installations industrielles soviétiques de cette époque. La guerre civile espagnole avait démontré de nouvelles réalités sur le combat d'infanterie. Les rapports d'observateurs surveillant les conflits à travers l'Europe apportaient des confirmations. L'état-major comprenait que la doctrine et l'équipement devaient évoluer ensemble, et ils avaient donné à Tokarev les ressources et la pression nécessaires pour y parvenir. Il ramassa le fusil, évaluant la répartition du poids. Le puits de chargeur acceptait proprement le boîtier amovible de 10 cartouches. La culasse cycle doucement par sa rotation, les tenons de verrouillage s'engageant avec précision. Le mécanisme de détente, redessiné par rapport au SVT-38, offrait un départ plus net. Chaque raffinement était documenté, mesuré, justifié. L'ingénierie n'était pas de l'art, c'était une prise de décision sous contrainte, et Tokarev avait passé sa carrière à apprendre quelle contrainte comptait le plus. Sur le mur, derrière lui, pendaient des dessins techniques représentant des mois de calcul et de révision. Courbes de pression de gaz, spécifications métallurgiques, tolérance dimensionnelle. Chaque ligne sur ces plans se traduisait en opération d'usinage, en contrôle de qualité et, finalement, en performance sur le terrain. La distance entre ce qui fonctionnait sur le papier et ce qui fonctionnait entre les mains d'un soldat était l'endroit où l'ingénierie réussissait ou enseignait des leçons douloureuses.
Si des récits comme celui-ci vous aident à voir comment l'ingénierie a discrètement façonné l'histoire, dites-nous dans les commentaires ce qui vous a surpris jusqu'à présent. Et restez avec nous pour le prochain chapitre. Le chemin de Tokarev vers cet atelier n'avait été ni direct ni accidentel. Né en 1871, il avait vécu la transformation des affrontements, passant des fusils à coups uniques aux mitrailleuses, de la cavalerie à cheval aux colonnes mécanisées. En 1940, il avait 69 ans, mais son esprit restait mobilisé par des problèmes que des ingénieurs plus jeunes peinaient à résoudre. L'âge lui avait donné du recul sur les innovations qui comptaient et celles qui n'étaient que des distractions. L'intérêt des militaires soviétiques pour les fusils semi-automatiques précédait l'implication de Tokarev. Tout au long des années 1920 et 1930, divers concepteurs avaient soumis des propositions, chacun tentant d'équilibrer puissance de feu et fiabilité. Certains modèles utilisaient des mécanismes complexes qui fonctionnaient magnifiquement dans des conditions parfaites, mais échouaient de manière catastrophique face à la poussière ou au froid. D'autres étaient si simples qu'ils n'étaient essentiellement que des mécanismes manuels auxquels on avait greffé un système de gaz, offrant un avantage minimal par rapport aux fusils à verrou. Tokarev aborda le problème avec une philosophie forgée par des décennies de conception d'équipements. Il avait créé les pistolets TT-30 et TT-33, qui devinrent les armes de poing standards soviétiques. Ces pistolets lui apprirent ce que les soldats pouvaient entretenir et ce qu'ils ne pouvaient pas. Un équipement nécessitant des compétences d'armurier pour un nettoyage de base était un équipement voué à l'échec en service. La complexité coûtait cher, non seulement à la fabrication, mais aussi pour maintenir les performances au fil du temps et des conditions. La pression en 1938, lorsqu'il finalisa le SVT-38, était intense. L'armée rouge voulait se moderniser. Les dirigeants politiques voulaient une démonstration de la capacité technique soviétique. Mais la pression la plus authentique venait de la réalité physique. Pouvait-on fabriquer un fusil qui chambrait automatiquement la cartouche suivante, en utilisant uniquement l'énergie déjà présente lors de la mise à feu, et le faire fonctionner de manière fiable pour un soldat conscrit ayant une formation minimale et encore moins de temps pour l'entretien? Le SVT-38 avait prouvé le concept, mais révélé des faiblesses d'exécution. Le fusil était trop long pour un usage pratique dans des véhicules ou des espaces restreints. Le frein de bouche, tout en réduisant le recul, était fragile. La conception de la crosse, bien que traditionnelle, ne protégeait pas adéquatement le système de gaz contre les chocs. Les procédures de nettoyage nécessitaient plus de démontage que ce que les conditions de terrain permettaient raisonnablement. Chacun de ces problèmes apparaissait dans les rapports opérationnels avec la clarté que seul l'usage réel procure. Tokarev prit ces rapports au sérieux. Contrairement aux concepteurs voyant la critique comme une attaque, il la traitait comme une donnée. Chaque plainte concernant le SVT-38 devint une exigence pour le SVT-40. Raccourcir le canon, renforcer la crosse, simplifier le démontage, réviser le dispositif de bouche, faire en sorte que la procédure de nettoyage soit réalisable par un soldat aux mains froides dans une lumière déclinante. Derrière ces décisions techniques se cachait une compréhension plus large du fonctionnement des armées. Le fusil Mosin Nagant était robuste, simple et familier à des millions d'utilisateurs. Tout remplacement devait offrir des avantages clairs, sans nécessiter une refonte complète de l'infrastructure de maintenance. Le SVT-40 devait être suffisamment performant pour justifier sa complexité, mais pas au point de devenir un fardeau, plutôt qu'un atout. Tokarev comprenait également les réalités de la fabrication. Chaque SVT-40 nécessitait environ 3 fois plus d'heures d'usinage qu'un Mosin Nagant. Il utilisait plus d'acier, il exigeait une main-d'œuvre plus qualifiée. En temps de paix, ses coûts pouvaient être acceptables. Mais Tokarev concevait en 1939-1940, alors que l'Europe basculait vers des temps sombres et que l'industrie soviétique se préparait à des demandes qui deviendraient désespérées. Le fusil devait pouvoir être fabriqué à grande échelle, pas seulement comme un prototype.
Le système de gaz lui-même représentait un compromis minutieux. Les systèmes fonctionnant par emprunt de gaz existaient depuis la fin du XIXe siècle, mais les rendre fiables nécessitait de comprendre la relation entre la taille de l'évent, la masse du piston, la force des ressorts et la vitesse de la culasse. Trop d'énergie et les pièces se brisaient, trop peu et l'action ne se complétait pas. Le système devait fonctionner avec une gamme de munitions, des lots neufs, des munitions anciennes, des stocks capturés et dans des conditions environnementales allant de la chaleur estivale aux froids hivernaux, capables de geler les lubrifiants et de rendre l'acier cassant. Le principe de fonctionnement du SVT-40 pourrait se décrire en une phrase, mais comprendre pourquoi il fonctionnait nécessitait d'examiner le rôle de chaque composant dans la chaîne de transfert d'énergie. Lorsque le percuteur frappait l'amorce, cela déclenchait une réaction chimique convertissant le propulseur solide en gaz en expansion. Ce gaz accélérait le projectile dans le canon tout en créant simultanément une pression qui tendait à tout repousser vers l'arrière, l'étui en laiton, la culasse, le fusil tout entier. Dans un fusil à verrou, l'utilisateur déverrouille et actionne manuellement la culasse, fournissant l'énergie pour extraire l'étui vide et chambrer une nouvelle cartouche. Dans le SVT-40, Tokarev a conçu le fusil pour qu'il effectue ce travail lui-même en empruntant de l'énergie à la mise à feu. La clé était l'évent de gaz percé dans le canon à environ 20 cm de la chambre. À ce point, le projectile avait déjà atteint une vitesse élevée et la pression dans le canon avait culminé avant de commencer à chuter tout en restant substantielle. Le gaz s'écoulant par cet évent entrait dans un cylindre positionné au-dessus du canon. À l'intérieur du cylindre se trouvait le piston à course courte, un composant en acier trempé faisant environ la longueur d'un pouce. Le gaz frappait la face du piston, le propulsant vers l'arrière contre son inertie et sa friction. Le piston ne parcourait qu'environ 15 mm avant de frapper la tige de commande, transférant son élan. Ensuite, la pression de gaz chutait et le piston s'arrêtait, son travail terminé. Cette conception à course courte était le choix crucial de Tokarev. Le piston ne voyageait pas avec l'ensemble mobile, n'ajoutant pas de masse alternative au cycle complet. La tige de commande, désormais propulsée vers l'arrière par l'impact du piston, pressait contre le porte-culasse. Le porte-culasse était un composant robuste circulant sur des rails usinés dans la carcasse. En se déplaçant vers l'arrière, des surfaces de came sur le porte-culasse engageaient des surfaces correspondantes sur la culasse elle-même, faisant pivoter cette dernière et déverrouillant ses tenons de l'extension du canon. Ce n'est qu'une fois la culasse totalement pivotée et déverrouillée que le porte-culasse l'entraînait vers l'arrière. Cette séquence était capitale. La culasse ne pouvait pas se déverrouiller tant que la pression en chambre restait élevée, sous peine de voir l'étui se rompre. Le système de came assurait un désavantage mécanique lors du mouvement initial. Rotation lente, levier puissant, suivi d'une extraction rapide vers l'arrière une fois le déverrouillage terminé. La griffe de l'extracteur saisissait le culot de l'étui usagé, le tirant hors de la chambre. Un éjecteur frappait le fond de l'étui, le faisant basculer hors de la fenêtre d'éjection. Lorsque le porte-culasse atteignait l'arrière de sa course, il compressait le ressort de rappel et armait le marteau. Le système entier était désormais chargé d'énergie potentielle. Quand le cycle continuait, le ressort le propulsait vers l'avant avec une force suffisante pour vaincre les frictions et prélever une nouvelle cartouche dans le chargeur. La face de la culasse poussait la cartouche en chambre. Les surfaces de came faisaient pivoter la culasse, verrouillant les tenons dans l'extension du canon. Le fusil était prêt pour un nouvel usage. Chaque composant de cette chaîne devait être conçu avec précision. Les tenons de culasse devaient être assez solides pour contenir la pression de la chambre, mais capables de pivoter fluidement. L'extracteur devait tenir fermement, mais relâcher proprement. Le ressort de rappel devait fournir assez de force pour une alimentation fiable sans pour autant projeter brutalement le porte-culasse. Le ressort du chargeur devait présenter les cartouches au bon angle,
même lorsque le chargeur était plein et la compression maximale. Le génie de Tokarev ne résidait pas dans l'invention de ces principes. L'emprunt de gaz et la culasse rotative existaient déjà, mais dans leur mise en œuvre avec une simplicité appropriée. Le SVT-40 ne comportait pas de petites vis pouvant se desserrer par vibration, ni de minuscules goupilles risquant d'être perdues lors d'un entretien de fortune, ni de ressorts si délicats qu'une manipulation brusque les déformerait. Chaque pièce était dimensionnée pour être fabricable avec l'équipement des années 1940 et maintenable avec des outils de base. Pensez-vous que ce choix de conception était inévitable ou un pari risqué à l'époque? Partagez votre avis dans les commentaires et transmettez cette histoire à quelqu'un qui aime comprendre comment les choses fonctionnent réellement. La transition du SVT-38 au SVT-40 a représenté un raffinement systématique basé sur les retours opérationnels. Les centres d'essai de Tula ont fait passer des milliers de cycles à des prototypes, mesurant les schémas d'usure, enregistrant les dysfonctionnements et analysant les défaillances. Mais les tests en laboratoire ne pouvaient révéler qu'une partie de la vérité. La véritable validation est venue lorsque les fusils sont entrés en service et ont affronté des conditions qu'aucun programme de test ne pouvait reproduire fidèlement. Les rapports de terrain de la fin 1939 ont fourni des données cruciales. Le SVT-38 fonctionnait bien entre des mains entraînées et dans de bonnes conditions. Sa précision était adéquate pour les distances d'engagement. Le mécanisme de rechargement automatique réduisait le temps entre les tirs, mais des problèmes surgissaient quand les conditions se dégradaient. Dans les environnements boueux, le long canon et le système de gaz exposé accumulaient des débris. Par grand froid, les lubrifiants s'épaississaient et l'action devenait lente. Les utilisateurs peu habitués au fonctionnement semi-automatique échouaient parfois à entretenir correctement l'équipement, menant à des arrêts qui auraient pu être évités. Tokarev a méthodiquement traité chaque point. Le canon a été légèrement raccourci sur le SVT-40, un changement modeste mais qui améliorait la maniabilité dans les véhicules et les terrains encombrés. La conception du frein de bouche a été révisée pour être plus robuste et moins sujette à des dommages asymétriques pouvant affecter la précision. La crosse a été renforcée là où elle recouvrait le tube de gaz, offrant une meilleure protection contre les impacts pouvant désaligner le système. La procédure de nettoyage a fait l'objet d'une attention particulière. Le SVT-38 nécessitait le retrait du tube de gaz et le démontage complet de l'ensemble du piston pour un nettoyage approfondi, un processus long nécessitant plusieurs outils. Le système de gaz du SVT-40 était plus accessible. Le piston pouvait être retiré sans enlever tout le tube. Un soldat pouvait effectuer l'entretien courant avec les seuls outils transportés dans le compartiment de la crosse. Les tests ont également révélé l'importance du régulateur de gaz. Dans des conditions idéales avec des munitions neuves, le fusil cyclait de manière fiable, avec le régulateur sur sa position minimale. Mais la qualité des munitions variait. Les formulations de poudre différaient entre les usines. À mesure que le canon s'encrassait, la pression de gaz au niveau de l'évent diminuait. Le régulateur permettait de compenser ces variables sans nécessité de remplacement de pièces. Le régulateur ajustable possédait 3 positions, accessibles en tournant une bague près du bloc de gaz. La position 1 permettait un flux de gaz minimal, adapté aux munitions puissantes ou aux conditions propres. La position 2 était le réglage normal. La position 3 ouvrait l'évent au maximum, utilisé avec des munitions faibles ou lorsque l'équipement était fortement encrassé. Cette ajustabilité reconnaissait que les opérations réelles ne maintenaient pas les conditions de laboratoire. On pouvait tirer des milliers de fois avec un nettoyage minimal. Les munitions pouvaient provenir de stocks ayant vieilli dans des stockages précaires. Le fusil devait fonctionner sur tout ce spectre. Les tests de durabilité ont poussé les fusils au-delà de leur vie normale en service. Certains ont tiré des dizaines de milliers de fois pour identifier les points de rupture. Le système de piston à course courte s'est avéré avantageux ici.
Parce que le piston ne parcourait pas toute la longueur de l'action. L'usure était concentrée sur une zone réduite et pouvait être gérée par le choix des matériaux et les traitements thermiques. La tige de commande et la culasse montraient des schémas d'usure prévisibles pouvant être surveillés lors des révisions en dépôt. Tokarev a également pris en compte les facteurs humains. Le sélecteur de sécurité était positionné pour un accès facile, mais conçu pour être ferme, difficile à désengager par accident. Le loquet du chargeur ne nécessitait pas d'outils, mais demandait une pression délibérée, évitant les chutes accidentelles. L'arrêtoir de culasse s'engageait après la dernière cartouche, indiquant clairement que le chargeur était vide. Ces détails pouvaient sembler mineurs individuellement, mais collectivement. Ils représentaient la différence entre un concept théorique et un équipement opérationnel. Au moment où le SVT-40 reçut l'approbation finale pour la production de masse, il intégrait des centaines de petits raffinements par rapport à son prédécesseur. Aucun de ces changements n'était révolutionnaire en soi, mais chacun réduisait l'écart entre la performance théorique et la réalité du terrain. L'ingénierie progresse rarement par bonds spectaculaires. Elle avance plus souvent par une attention minutieuse portée aux causes d'échecs et par l'élimination méthodique de ces modes de défaillance. Parmi tous les composants du SVT-40, le régulateur de gaz incarnait la compréhension la plus profonde de Tokarev sur le fonctionnement réel des équipements en service. Cette petite bague ajustable, placée juste à l'avant de la chambre, là où commençait le tube de gaz, représentait l'aveu que la perfection était impossible et que l'adaptation était essentielle. En termes de conception, c'était un compromis. En termes pratiques, c'était de la sagesse. Le régulateur fonctionnait par sa simplicité. À l'intérieur du bloc de gaz, les vents percés dans le canon pouvaient être partiellement obstrués en tournant la bague. En position 1, la bague bloquait le plus de gaz, n'en laissant passer qu'un volume minimum vers le piston. En position 3, elle était totalement ouverte. La position 2 se situait entre ces extrêmes. Un soldat pouvait l'ajuster sans outil, simplement en faisant tourner la bague jusqu'au clic désiré. Pourquoi était-ce important? Parce que chaque hypothèse faite lors de la conception rencontrait tôt ou tard les variations de la réalité. Les spécifications des munitions prévoyaient une plage de charge de poudre acceptable et non une valeur unique parfaite. Cela signifiait que différentes cartouches, même issues de la même usine, pouvaient générer des pressions de gaz légèrement différentes. Multiplier cela par plusieurs usines, plusieurs lots de production et des conditions de stockage variables, et l'écart augmentait. Le régulateur permettait au fusil de fonctionner sur toute cette enveloppe de possibilités. Considérez l'effet de l'encrassement du canon. Chaque tir laissait des résidus, poudre brûlée, composés d'amorces, traces de cuivre, à l'intérieur de l'âme du canon. Après des centaines de tirs sans nettoyage, ces résidus s'accumulaient, particulièrement près de l'évent de gaz. Cette accumulation réduisait de fait le diamètre de l'ouverture, diminuant le flux de gaz vers le piston. Un système fixe pourrait commencer à mal fonctionner à mesure que l'encrassement augmentait. Le régulateur ajustable permettait de compenser cela. La température affectait aussi le fonctionnement. Par grand froid, le propulseur brûlait moins efficacement, générant des pressions plus faibles. Les lubrifiants s'épaississaient, augmentant la friction. L'ouverture du régulateur laissait passer plus de gaz dans le système, fournissant la force supplémentaire nécessaire pour vaincre la résistance due au froid et assurer le cycle complet de l'action. Inversement, par temps chaud avec des munitions neuves, fermer le régulateur évitait de malmener inutilement les pièces, prolongeant la durée de vie du matériel. Tokarev aurait pu concevoir un système non ajustable optimisé pour des conditions moyennes. Beaucoup d'autres ingénieurs ont fait ce choix, acceptant que les performances se dégradent aux extrêmes de l'enveloppe opérationnelle. Mais Tokarev comprenait la logistique soviétique et la réalité du terrain. Les munitions varieraient. La maintenance serait retardée. Les fusils seraient utilisés dans des conditions allant de l'hiver sibérien à l'été d'Asie centrale. Le régulateur apportait de la résilience sur toute cette plage.
Le positionnement du régulateur comptait aussi. Placé près de l'évent, il était accessible sans grand démontage, mais pas assez exposé pour être déréglé accidentellement. La conception à 3 positions offrait une marge d'ajustement suffisante sans accabler les utilisateurs de complexité. Les clics fournissaient un retour tactile, permettant l'ajustement même avec des gants ou par faible luminosité. Chaque détail servait la fonction. Dans la documentation technique, le régulateur de gaz recevait peu d'attention. Un simple paragraphe expliquant les 3 positions. Pourtant, dans ce petit composant résidait toute une philosophie sur l'ingénierie au service du réel. Tokarev ne concevait pas pour des conditions idéales. Il concevait pour la boue, le froid, des utilisateurs fatigués, des munitions vieillissantes et des intervalles d'entretien dépassant de loin les recommandations. Le régulateur était sa reconnaissance du fait que les fusils ne vivent pas dans des usines ou sur des bancs d'essai. Ils vivent là où les conditions sont hostiles et où le parfait est impossible. Les concepteurs d'équipements modernes étudient encore le système de gaz du SVT-40 car il a démontré des principes toujours pertinents. L'ajustabilité apporte de la résilience. Les mécanismes simples survivent à la complexité. Concevés pour les pires conditions, pas pour la moyenne. Le régulateur de gaz, facilement ignoré dans les discussions sur la longueur du canon, représentait discrètement l'une des réflexions techniques les plus matures de tout le fusil. Le SVT-40 est entré en service en 1940, mais l'histoire de son déploiement s'est trouvée mêlée aux grands mouvements de l'histoire. En juin 1941, l'armée rouge a dû faire face à des défis industriels et logistiques qu'aucune planification d'avant-période n'avait totalement anticipés. Le SVT-40 nécessitait plus de temps de fabrication, plus de main-d'œuvre qualifiée et plus de matières premières que les fusils à verrou. Alors que les usines étaient évacuées vers l'Est et que les demandes de production devenaient désespérées, la simplicité a acquis une valeur que la sophistication ne pouvait égaler. Environ 1,6 million de fusils SVT-40 ont été fabriqués pendant cette période, un nombre significatif mais bien inférieur aux fusils Mosin-Nagant qui continuèrent de servir d'équipement principal. Le SVT-40 a été largement utilisé, en particulier par des unités spécialisées, des tireurs d'élite et du personnel ayant reçu la formation nécessaire pour entretenir correctement le mécanisme semi-automatique. Les rapports de terrain ont documenté à la fois des succès et des défis. Le fusil fournissait le volume de feu promis et fonctionnait bien lorsqu'il était entretenu. Mais dans des conditions extrêmes, avec une maintenance minimale, les modèles à verrou plus simples s'avéraient plus tolérants. Ce résultat ne représentait pas un échec d'ingénierie. Tokarev avait livré ce qui était demandé, un fusil semi-automatique fiable, capable de servir sur le terrain. Ce que le concept a rencontré, c'est un contexte dépassant les exigences initiales. Les pressions d'un conflit total ont donné la priorité au volume de production immédiat plutôt qu'aux avantages de capacité à long terme. Un fusil semi-automatique prenant 3 fois plus de temps à fabriquer signifiait une unité là où 3 fusils à verrou auraient pu être produits. Quand les pertes humaines exigeaient un remplacement rapide des équipements, ce calcul favorisait la simplicité. L'influence du SVT-40 s'est étendue au-delà du service soviétique. Les forces adverses en ont capturé des quantités importantes et les ont distribuées à leurs propres troupes, les préférant souvent à leurs propres modèles standards pour leur capacité de rechargement automatique. Cette adoption par l'opposant était rare. Les armées considèrent généralement les équipements capturés comme des curiosités. Le fait que ces soldats aient activement recherché des SVT-40 témoignait de l'efficacité fondamentale de la conception. Après cette période, les leçons du SVT-40 ont nourri le développement ultérieur de l'armement soviétique. Le système de culasse rotative par emprunt de gaz est devenu un standard. La carabine SKS, adoptée en 1945, utilisait un principe de fonctionnement similaire avec des raffinements basés sur l'expérience acquise. Plus tard, l'AK-47 a employé l'emprunt de gaz avec un piston à course longue.
échangeant un peu de la précision de Tokarev contre une simplicité et une fiabilité encore accrues dans les conditions les plus extrêmes. Chacun de ces modèles a porté en lui les principes validés par le SVT-40. Dans l'histoire technique, le SVT-40 occupe une place spécifique, non pas comme le premier fusil semi-automatique, ni comme le plus produit, mais comme la démonstration qu'un équipement d'infanterie à chargement automatique pouvait fonctionner de manière fiable, même dans des conditions exigeantes. Il a prouvé que l'emprunt de gaz, mis en œuvre avec soin, pouvait survivre à un service qui détruirait des mécanismes plus fragiles. Il a montré que l'ajustabilité pouvait offrir de la résilience quand la réalité s'éloignait des spécifications nominales. Pour les ingénieurs, le SVT-40 offre des leçons dépassant ces mécanismes propres, concevés pour les conditions réelles, pas pour l'idéal, intégrer de l'adaptabilité là où la régularité parfaite est impossible. Accepter que les solutions complexes perdent parfois face aux solutions simples, non pas par échec technique, mais parce que le contexte inclut des facteurs dépassant la pure performance. Comprenez que l'ingénierie sert des besoins opérationnels et que ces besoins s'inscrivent dans des cadres stratégiques et logistiques plus larges que l'ingénierie ne peut contrôler. Le fusil de Tokarev, conçu en 1940 par un homme de presque 70 ans, incarnait une réflexion mature sur ce que les équipements doivent faire et comment ils doivent le faire. Le régulateur de gaz, le piston à course courte, la maintenance simplifiée, chaque choix reflétait une compréhension accumulée sur des décennies. Le SVT-40 n'était pas révolutionnaire, mais il était profondément compétent. Et la compétence sous contrainte réelle est souvent la forme la plus haute de succès technique. Aujourd'hui, des exemplaires du SVT-40 reposent dans des musées. Leurs mécanismes toujours fonctionnels malgré leur âge. Les systèmes de gaz s'ajustent encore, les culasses pivotent toujours, les ressorts reviennent fidèlement. Le fusil que Fedor Tokarev a affiné en 1940 continue d'enseigner à quiconque accepte d'examiner comment l'énergie devient mouvement, comment les contraintes façonnent les décisions, et comment l'ingénierie sert des besoins qui s'étendent bien au-delà de l'atelier où les projets commencent. Si vous appréciez les récits calmes et authentiques sur la façon dont l'ingénierie a façonné le monde, abonnez-vous à la chaîne, laissez un j'aime, et dites-nous depuis quel pays vous nous regardez.